Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bienvenue dans Super Docteur, le podcast des médecins qui vous permet de sortir de la routine de votre cabinet et d'explorer de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu à part, parce qu'une pratique médicale d'excellence passe aussi, selon moi, par une véritable indépendance. Indépendance de pensée, indépendance thérapeutique, mais aussi indépendance financière. C'est un sujet qu'on aborde peu en médecine et pourtant il conditionne énormément notre liberté au quotidien. Parce que construire aujourd'hui une sécurité financière, c'est pouvoir assumer demain des choix sur sa carrière sans dépendre de quiconque ni même de son tarif horaire. C'est pourquoi j'ai choisi d'inviter un médecin qui a osé sortir des sentiers battus. Le docteur Aymeric Roche. Radiologue, entrepreneur et investisseur immobilier à succès, Aymeric a bâti un patrimoine solide en parallèle de son activité médicale. Dans cet épisode, il va nous raconter son parcours, déconstruire les idées reçues sur l'investissement et surtout nous donner des clés concrètes pour poser les bases d'une sécurité financière, même quand on part de zéro. Un épisode pour tous les confrères et les consoeurs qui veulent bâtir une carrière libre, exigeante et alignée avec leurs valeurs. Salut Aymeric, je suis très heureux de te retrouver. Tu nous as déjà parlé de radiologie et on se retrouve aujourd'hui pour parler de ta deuxième passion, l'immobilier. Salut Mathieu, ouais, merci beaucoup pour ton invitation. Et oui, effectivement, après avoir évoqué ma première passion qui est l'imagerie médicale et la radiologie, on va pouvoir effectivement aborder cette deuxième passion qui est l'immobilier, effectivement. Je suis très heureux. Donc je le rappelle, tu es radiologue et en parallèle de ton activité, tu as bâti un patrimoine immobilier de plusieurs millions d'euros. Est-ce que tu peux m'expliquer quel a été ton déclic, celui qui t'a poussé à t'intéresser à l'immobilier en parallèle de ton activité médicale, et comment ça a commencé pour toi, s'il te plaît? Oui, bien sûr. En fait, si tu veux, le déclic pour moi, il a essentiellement été existentiel. C'est-à-dire que c'était pas un sujet financier à la base. En fait, j'ai eu plusieurs événements de vie assez difficiles. D'abord, personne ne le sait parce que je communique pas là-dessus, mais j'ai eu un accident à l'âge de 13 ans qui m'a amené en réanimation. J'étais renversé par une voiture, donc j'ai eu un hémopneumothorax compressif avec un gros volet costal. Et donc j'ai passé de longues journées en réanimation et j'ai vraiment failli perdre la vie à ce moment-là. Donc déjà assez tôt, tu vois, j'ai un événement de vie qui m'a fait un peu prendre conscience de la valeur du temps. Peu de temps après, j'ai mon père qui est décédé très jeune, à l'âge de 47 ans, d'un cancer. Et d'ailleurs, c'est peut-être un petit peu pour ça que j'ai fait médecine derrière, pour prendre peut-être une certaine forme de revanche sur la vie. Et puis ensuite, là récemment, j'ai accompagné ma mère aussi sur une fin de vie difficile. Donc tu vois, ça, c'est des événements qui m'ont un petit peu bouleversé, tous les uns à la suite des autres. Autre chose aussi, j'ai par exemple le père de ma femme qui est médecin, enfin, qui était médecin généraliste, qui est décédé l'année dernière avant l'âge de la retraite d'un infarctus brutalement dans son cabinet. Donc tout ça, si tu veux, c'est des événements assez marquants qui m'ont fait prendre conscience de la valeur du temps en fait, et qu'avec la santé, ben, j'ai pris conscience que le temps était notre ressource la plus précieuse et la plus fragile. Et je trouve qu'en tant que médecin, tu vois, on est tous, on a tous des longues journées au cabinet à prendre soin des autres, mais j'ai envie de dire à quel prix. Et on sait très bien qu'il y a de plus en plus de burn-out, l'exercice médical quotidien est de plus en plus exigeant, de plus en plus difficile. Et de mon côté, moi, j'estime qu'on a le droit, en tant que médecin, de prendre soin des autres, mais avec aussi du temps pour prendre soin de soi, parce qu'on s'oublie quand même relativement souvent. Et donc, pour moi, ça passe par avoir un équilibre de vie pro et perso qui nous permet d'être épanouis, d'avoir le temps de faire du sport, d'avoir le temps de faire ses enfants, etc., etc. Et donc, indirectement, j'en suis convaincu, de mieux prendre en charge nos patients parce que tout simplement, on est mieux dans nos baskets, on est plus épanoui. Donc, l'immobilier, pour moi, c'est d'abord un outil de sécurité et de liberté. Protéger mon temps et avoir un meilleur équilibre de vie pro-perso. Évidemment, on n'en a pas encore parlé, mais sécuriser l'avenir face aux incertitudes, notamment de la retraite, mais pas que. Hein. On parle beaucoup de l'IA sur ce podcast depuis quelques temps, ça fait partie des incertitudes de notre avenir. Et puis aussi, protéger mes enfants et leur transmettre un patrimoine, ça c'est quelque chose aussi qui compte beaucoup pour moi. Très bien, effectivement, je comprends d'où tu pars. Moi-même, qui te connais, je ne savais pas tout ça. Je te remercie de nous avoir partagé toute ton histoire. Est-ce que tu peux m'expliquer, du coup, j'ai bien compris ton désir d'indépendance, à minima de sécurité financière, et je milite aussi beaucoup dans ce podcast pour ça,
parce qu'on n'est pas censé dépendre d'aide de quiconque, et si possible, pourquoi pas de notre temps journalier, afin d'être plus libre, parce que si demain on a des décisions importantes à prendre, qui peuvent nous amener à gagner moins d'argent, ben, le fait d'avoir investi en amont, ça nous permet d'avoir le courage de prendre ces décisions. Exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer concrètement à quoi ressemblait ta première opération immobilière? Est-ce que c'était un succès immédiat? Est-ce que c'était une petite galère, voire même un échec? Alors c'était une belle galère. Moi je me suis lancé, j'ai fait l'erreur de me lancer seul, hein, donc pas d'entourage, pas de famille dans l'immobilier, pas de réseau, rien du tout. Ma première opération de manière très concrète, c'était la mise en place d'une colocation dans un appartement dans une ville étudiante. Donc un appartement que j'ai acheté, rénové seul, même si j'ai quand même délégué les travaux. Donc sur le papier, c'était une grosse galère. Après, en pratique, c'était une expérience déjà évidemment extrêmement formatrice, hein, qui m'a appris un peu l'immobilier de terrain. Mais surtout, c'est celle qui a été la plus importante, hein, encore aujourd'hui, parce que c'est celle qui est tout simplement à l'origine de l'ensemble du processus et qui a permis d'amorcer le processus et de comprendre en fait l'intérêt de le faire et pourquoi le faire, malgré les difficultés. Donc, ce qui compte vraiment, c'est pas tellement la qualité de cette première opération qui a pas été un échec global, mais où il y avait beaucoup de choses potentiellement sur lesquelles on aurait pu faire mieux. Donc, ne pas attendre l'opportunité parfaite, mais de se lancer, de se mettre en mouvement, en action et d'initier vraiment cette démarche, quoi. Excellent, ouais, c'est hyper important de passer de 0 à 1, de faire le premier pas, même si c'est un échec. Tout à Beaucoup de fait. gens qui disent, mieux vaut fait que parfait, en fait. Il faut se lancer, Exactement. quoi. Exactement. Tout à fait. Du coup, tu m'as dit que tu avais commencé seul. Tu t'étais pas formé? Est-ce que quelqu'un t'a accompagné dans le début ou tu étais vraiment solo? Non, j'étais vraiment solo. Après, je me suis beaucoup formé seul, hein, donc lecture, podcast, etc. J'ai bien sûr aussi investi quand même dans quelques formations, mais dans l'exécution, j'étais seul. Après, suite à cette première opération qui était quand même pour moi un vrai challenge, à l'époque, je faisais d'autres projets à côté, hein, universitaires notamment, puisque j'étais en fin d'internat. Je commençais à mettre en place Tuto Radio, donc je faisais beaucoup de choses à côté. Et donc j'ai tout de suite compris que ça allait être compliqué de tout faire en même temps et que j'allais pas pouvoir enchaîner comme ça des opérations seul, quoi. Et donc du coup j'ai pris conscience assez vite. Heureusement j'ai eu cette chance de l'importance de se faire accompagner. Donc j'ai dès la deuxième opération investi dans un accompagnement qui m'a permis du coup de mettre en place des processus et une stratégie qui m'ont du coup évité plein de galères et plein d'erreurs secondairement et qui m'ont fait gagner bien sûr plein d'années. Donc beaucoup de formations en solo à la base et puis rapidement quand même enchaîner sur un accompagnement qui évidemment a changé tout pour la suite, quoi. Super. Tu vas me donner en off toutes les ressources, les livres, les podcasts, que tu mentionnes, comme ça je le mettrai dans les notes de l'épisode, ça pourra aider nos auditeurs. Et l'accompagnement dont tu me parles, qu'est-ce que c'était à l'époque? C'était un mentorat, hein, c'était un mentorat, donc c'était Ah! une personne expérimentée qui avait investi des centaines de biens dans sa carrière, d'une soixantaine d'années à l'époque, qui m'accompagne toujours d'ailleurs, tout simplement qui accompagnait des investisseurs comme moi qui voulaient se lancer et sécuriser leur avenir. Donc ouais, ouais. OK, donc tu as investi en toi et tu le regrettes pas a priori. Et non, ah non, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, aujourd'hui, quel est ton niveau d'exposition dans l'immobilier? Est-ce que tu peux me partager, le nombre de tes biens? Quels sont-ils? Dans quelle Oui, région? bien sûr, on pourrait aller dans le détail. Alors, j'aimerais quand même préciser, parce que c'est toujours intéressant quand on échange comme ça, en format un peu informel, de rentrer dans le détail des chiffres. Donc, je peux donner le montant, hein. J'ai un patrimoine qui dépasse 5 millions d'euros dans l'immobilier aujourd'hui, brut évidemment, hein. Brut, ça veut dire que ce n'est pas net de dette, bien entendu. Mais en fait, si tu veux, plus que la valeur du patrimoine, pour moi, elle n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte pour moi, c'est surtout d'avoir en fait des actifs productifs. Et quand je dis actifs productifs, je veux dire par là de mettre en place des systèmes qui produisent des flux de revenus financiers et qui ne dépendent pas de montants quotidiens. C'est-à-dire que je vais au cabinet le matin, je finis ma journée, ces actifs productifs ont produit des flux financiers qui me permettent du coup de préparer ma retraite, d'avoir cet équilibre dont on parlait, de protéger mes enfants, etc. Et pour moi, ce qui compte, c'est vraiment plutôt ce flux que la valeur du patrimoine elle-même, quoi. Voilà. Et pour la partie localisation, alors c'est dans plusieurs régions. Je vais peut-être me préserver de dire lesquelles parce que je voudrais pas que ce soit interprété comme un conseil d'investissement. OK. Bon, je préciserai pas, mais en tout cas en termes de biens, c'est essentiellement des immeubles de rapport et des locaux commerciaux. J'ai aussi investi dans ma résidence principale. On peut investir dans sa résidence principale si on le fait bien et intelligemment. Donc voilà un peu pour les principales catégories de biens.
Très bien. Et une question que je me pose, comment tu fais pour gérer, par exemple, dans les immeubles de rapport, tous tes locataires? Comment tu fais pour gérer leurs demandes multiples et variées? Moi, j'ai un seul appart en location, que je possède et je trouve que ça me prend déjà beaucoup de temps. Comment tu fais pour absorber, si tu as plusieurs dizaines, voire quelques centaines de biens, de locataires, comment tu fais pour absorber toutes leurs demandes quotidiennes? En fait, si tu prends par exemple, je sais pas moi, Neymar ou je ne sais quel footballeur qui a un patrimoine immobilier de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros, tu t'imagines bien que c'est pas lui qui répond à son locataire quand il y a une fuite quelque part. Donc, en fait, la clé, c'est de déléguer à des personnes compétentes et de créer des process en fait pour mettre les bonnes personnes dans la gestion. Donc c'est une chaîne de délégation, un process, ça se met en place. Hein. Ça, bien sûr, ça prend un peu de temps. Il faut les bons intermédiaires, il faut les bonnes personnes. Mais voilà, l'objectif de faire ça pour moi, il est certainement pas d'avoir une deuxième activité. Il est au contraire de gagner du temps libre, de gagner du temps avec mes enfants. Et donc c'est vraiment l'inverse. C'est mettre en place des processus qui font que je gagne du temps et pas qui consomment le temps libre que j'ai en sortant du cabinet, quoi. Très bien. Du coup, avec le recul, qu'est-ce que tu dirais à un médecin qui pense que l'investissement immobilier, c'est trop compliqué ou c'est pas fait pour lui? Et à ceux qui ont peur de contracter des crédits auprès de la banque et de s'endetter, plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros? Bah, je comprends tout à fait ça, parce que moi j'étais bien entendu dans cette situation il y a quelques années. Mais la première chose en fait, c'est de se dire que il faut arrêter de croire que l'immobilier est fait pour quelqu'un. L'immobilier, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour Mathieu, c'est fait pour tout le monde et c'est fait pour personne. Moi, je ne suis pas fait pour l'immobilier plus qu'un autre médecin, qu'un auditeur de super docteur. Mais c'est un outil extraordinaire de protection. C'est le seul en fait outil de protection qui permettent de mettre en place des revenus productifs en investissant de l'argent qui ne nous appartient pas. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier du financement bancaire. Donc l'immobilier, il est fait pour personne. C'est simplement le seul outil qui permet cet effet de levier pour créer de l'actif productif. Donc moi, j'aurais envie de répondre, mais qu'est-ce qui est le plus compliqué entre travailler 40 ou 50 heures par semaine toute sa vie sans voir ses enfants ou mettre en place avec un petit peu d'effort à la base quelque chose qui va sécuriser toute sa semaine, tout son avenir et préserver son temps en fait. Donc c'est pas compliqué, c'est beaucoup moins compliqué que de devenir médecin. D'ailleurs, c'est intéressant quand même d'entendre des médecins qui ont peut-être fait les études les plus exigeantes qui existent aujourd'hui dire que c'est compliqué. En fait, il faut simplement appliquer les bonnes stratégies, être bien accompagné et voilà. Et pour la partie dette, tu sais, bah, ceux qui sont éduqués financièrement savent que euh, l'endettement, c'est ce qui enrichit par l'effet de levier, par le processus de capitalisation et qui permet ce processus avec une certaine neutralité fiscale. C'est très bien que c'est l'un des problèmes, c'est un bon problème bien entendu, mais l'un des problèmes des médecins, c'est d'être fortement fiscalisé. Et j'aime bien donner une anecdote pour ça, c'est que si demain tu vas voir ta banque, Mathieu, en voulant emprunter 200 000 euros, tu dis, ben voilà, monsieur le banquier, je voudrais emprunter 200 000 euros pour acheter les actions de votre propre banque parce que je crois beaucoup en votre banque. Et bien le banquier, il va te dire, bien entendu, non. Or, si tu lui demandes 200 000 euros pour investir dans un bien immobilier, il va accepter si ta demande elle est à peu près cohérente. Donc ça veut dire qu'en fait, la banque, qui est l'institution qui est le plus allergique au risque et dont c'est le métier de gérer le risque, croit bien plus en l'immobilier qu'en ses propres actions. Donc une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a tout dit et qu'un investisseur particulier peut avoir un parcours somme toute assez modeste qui permet de sécuriser son avenir sans prendre de risques inconsidérés, quoi. C'est très clair. Tu me parles de banque, du coup, je vais te poser une question que m'a demandé de te poser une de mes auditrices. Oui. Est-ce que tu sais s'il y a des banques plutôt interne friendly ou particulièrement conciliants avec les médecins plus qu'une autre? Alors, le médecin est un profil extrêmement apprécié des banques pour plusieurs raisons. D'abord, il a des revenus assez élevés, voire très élevés, bien entendu, par rapport à la moyenne nationale. Il a une forte capacité d'emprunt du fait du coup de ses revenus élevés, et puis un revenu globalement stable et une stabilité socio-économique, donc qui est très très appréciée des banques. Donc de manière générale, la grande majorité des banques ont une affinité pour le profil du médecin. Après, il y a des banques qui sont
plus spécialisé sur certains profils, bien entendu. Mais de manière générale, le statut de médecin est très peu apprécié. Et malheureusement, la plupart de nos confrères ne profitent pas en fait cet énorme avantage que nous envient tous les Français, et d'ailleurs pas que les Français, hein, j'allais dire tout le monde, dans le reste du monde. Et le médecin reste sur ses inconvénients, on va dire. Donc on a dit la fiscalité qui peut être écrasante à un certain niveau de revenu. Et donc le médecin imagine que c'est la même chose pour l'immobilier, alors que c'est totalement faux. Le médecin ne comprend pas la puissance de l'effet de levier du financement dont on a parlé. Il n'a pas le temps parce que la plupart du temps son emploi il est surchargé, il n'a pas les compétences, il n'a pas le réseau, etc. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de médecins n'investissent pas pour protéger leur avenir. Quand moi je parle de stratégie, si tu veux, adaptée à notre situation de médecin, c'est utiliser ces points forts, donc haut revenu, forte capacité d'emprunt, stabilité, etc., profil apprécié des banques, en mettant en place finalement des solutions qui répondent à tous ces points faibles, donc déléguer aux bonnes personnes, on en parlait tout à l'heure, pour gagner et protéger son temps libre, optimiser son effet de levier et sa fiscalité, et puis acheter des biens qui ont pour objectif d'être serein sur le long terme et de dormir tranquille et d'avoir un patrimoine qui se construit en toute sérénité finalement. Magnifique, j'apprends encore plein de trucs, c'est passionnant. Je te remercie beaucoup, Aymeric. On arrive à la fin de ce premier épisode, le deuxième va suivre. Aymeric, tu as édité un petit document hyper utile, c'est les 10 règles d'or du médecin investisseur immobilier. Je vais mettre le lien dans les notes de cet épisode. Je vous incite, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, à aller y jeter un petit coup d'œil. Le lien est dans les notes de cet épisode. Si ça vous a plu, si vous avez appris des choses dans cet épisode, je vous rappelle qu'il faut absolument vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode. Vous êtes beaucoup trop nombreux à l'écouter, à ne pas être abonnés. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à tout de suite dans le deuxième épisode. Aymeric, est-ce que tu peux me dire, à ton avis, pourquoi si peu de médecins utilisent leur capacité d'emprunt pour bâtir un patrimoine solide ? Tu viens de me dire qu'a priori, ils gagnaient un peu plus d'argent que les autres. On peut se dire que spontanément, ça serait une bonne idée, mais alors pourquoi ne le font-ils pas ? Ce serait même une excellente idée, oui Mathieu, tu fais bien de le repréciser. En fait, ce que j'ai pu observer depuis quelques temps, c'est que la plupart des médecins sont bloqués par tout un tas de croyances limitantes, donc qui sont par définition totalement fausses, et que j'avais également, hein, donc je partageais ces croyances au début, et qui sont paralysantes. Donc parmi ces croyances, tu as par exemple, c'est bien trop compliqué, hein, donc un médecin qui a fait 10 ans de médecine qui dit que c'est trop compliqué d'investir dans l'immobilier, j'ai pas le temps de m'y consacrer, il ne faut pas s'endetter, ça va être chronophage même si j'ai du temps libre, j'ai pas besoin de ça parce que je gagne très bien ma vie, j'entends beaucoup ça aussi, je vais payer trop d'impôts, voilà, et puis une que je vois aussi régulièrement, c'est j'ai peur que ce soit pas la meilleure opportunité, j'ai peur de faire le mauvais choix, donc je préfère ne rien faire. Donc on en a parlé sur ma première acquisition, j'ai aucun problème à dire que c'était pas une réussite totale. Par contre, j'assume le fait que sans cette première pierre, j'aurais pas pu développer derrière un patrimoine finalement mieux investi en quelque sorte. Donc en fait, les médecins ils se limitent à toutes ces croyances qui viennent de l'environnement, qui viennent parfois des parents, etc. Et heureusement, certains prennent du recul, s'interrogent, se forment. C'est ce qui m'a permis, moi, de dépasser ces croyances, alors même que j'avais absolument personne dans mon entourage dans l'immobilier. Et même, c'est même pire que ça, c'est quand on a initié la démarche, notre propre entourage existant ne nous comprend pas. Donc il y a d'abord l'effort pour prendre conscience, prendre du recul et se lancer. Mais quand on se lance, il y a aussi l'incompréhension de l'entourage qui est parfois difficile aussi à gérer. Et puis ce que j'entends aussi souvent, c'est je verrai plus tard, je suis trop occupé, etc., etc. Donc évidemment, on verra toujours plus tard, hein. C'est en fait une analyse paralysante, ça traduit beaucoup de peur. Et malheureusement, c'est cette inaction, en fait, cette procrastination déguisée ces peurs, pardon, déguisées par une procrastination, qui est le plus coûteuse parce qu'en fait, en immobilier, c'est le temps long qui est notre meilleur ami et qui fait que la capitalisation se produit sur un temps assez long. On parle d'un horizon de 10, 15, 20 ans, voire plus. Donc c'est le meilleur ami de l'investisseur qui s'y met tôt, mais c'est aussi le pire ennemi parce que tous ceux qui ne font rien perdent des années, voire des dizaines d'années. Et bien entendu, la seule variable dans tout ça qu'on ne peut pas rattraper, c'est le temps. On peut faire un investissement de mauvaise qualité, de qualité médiocre, il n'y a pas de problème, mais on a initié le processus. En revanche,
Celui qui attend 1, 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, eh ben, il a perdu malheureusement ce temps-là qu'il ne pourra jamais rattraper. C'est très clair. Il y a une expression qui dit: «Il y a 2 meilleurs, moments pour planter un arbre. Le premier c'était il y a 20 ans et le deuxième c'est maintenant». Exactement. Il y a Ouais, jamais de mauvais il y a jamais de mauvais moment pour préparer son avenir. Tu le dis très bien, donc formons-nous, soyons curieux et surtout diversifions-nous pour anticiper l'avenir. Tu le dis très bien, je te remercie. Du coup, imaginons Aymeric, un médecin de 30 ans, qui n'a aucun bien immobilier, qui a pas trop d'informations là-dessus, ouais. aucune connaissance du sujet. Tu lui recommandes de commencer par quoi? Je dirais que la première chose, c'est d'être ouvert d'esprit. Ça commence par exemple en écoutant ton podcast, Mathieu, par exemple, ça pourrait être une première étape, et de se dire, attends, si Émeric il l'a fait, il est vraisemblablement très probable qu'Émeric ne soit pas plus intelligent que moi, et je confirme, c'est très très vraisemblable. Donc il y a probablement quelque chose à creuser dans ce qu'il dit. Donc ça, c'est la première étape, c'est prendre un peu de recul et se dire, tiens, peut-être que ça a un intérêt, peut-être que c'est possible. D'analyser, deuxièmement, c'est analyser ses peurs et ses croyances. Pourquoi est-ce que je rejette l'idée en bloc? Pourquoi quelles sont mes peurs, quelles sont mes croyances? Et déjà, quand on fait cette première étape de prendre du recul par rapport à ça, on fait une très très grande partie du chemin. Ensuite, la deuxième partie, c'est, comme tu l'as dit, hein, de se former avant de passer à l'action, un minimum. Alors, il ne faut pas tomber dans l'excès de formation paralysante. Hein. En médecine, on connaît, on fait des DU, on fait des diplômes, etc., etc. On fait beaucoup de formations. La formation, elle sert à rien si derrière, on passe pas à l'action. Donc, il faut passer à l'action derrière, mais quand même se former un minimum en amont. D'ailleurs, j'ai créé une formation pour expliquer mon retour d'expérience et les stratégies pour démarrer. On pourra en discuter un petit peu tout à l'heure, que je mets à disposition du coup des auditeurs. Donc ça peut être le premier pas pour ceux qui le souhaitent. Et puis après, pour ceux qui veulent aller encore plus vite et donc faire un espèce de mix entre prendre ce recul analytique pour poser des bonnes fondations, finalement avoir une formation accélérée et un retour d'expérience, le mieux c'est de se faire accompagner par quelqu'un qui a déjà fait ce qu'on veut faire. En fait, c'est ce que j'ai fait moi pour ma deuxième acquisition. J'ai pris quelqu'un qui était allé bien bien plus loin que ce que je pouvais imaginer et qui m'a servi de guide tout simplement. Donc, je dis souvent à mes amis ou mes collègues, quand on veut s'attaquer à l'ascension du Mont Blanc, on n'y va pas comme ça, on prend un guide. Là, c'est pareil, on peut se lancer tout seul, c'est tout à fait possible, mais ça consomme beaucoup de temps, potentiellement beaucoup d'argent et surtout beaucoup de sérénité. Donc, moi, je recommande effectivement de suivre ce processus et de se faire guider, mais en tout cas, bien sûr, chacun est libre d'avancer à son rythme, en tout cas. Très bien. Du coup, toi qui as eu, plusieurs acquisitions en chaîne et qui as déjà aidé des gens, dans ce parcours-là, est-ce que tu peux m'expliquer les grandes erreurs que tu as pu constater chez, nos confrères qui se lancent dans l'immobilier? Ouais, alors juste avant se lancer, la première erreur, c'est de ne pas se lancer du coup. Mmh. Et ça, c'est vraiment l'erreur que je constate chez beaucoup, beaucoup de gens avec qui j'échange. C'est vraiment l'inaction, ce qu'on a dit tout à l'heure, la peur déguisée par la procrastination, d'attendre le bon moment, d'attendre la meilleure affaire, de se concentrer uniquement sur sa résidence principale. Tout ça, c'est vraiment c'est la principale erreur, ne rien faire. Ensuite, pour ceux qui ont compris qu'il fallait avancer et que le temps était notre meilleur allié ou notre pire ennemi, il faut comprendre que c'est une erreur de s'endetter, et ça c'est un constat très très souvent chez nos amis médecins, c'est d'utiliser le maximum de sa capacité d'endettement pour sa résidence principale. En général, le médecin qui sort de l'internat, ou qui est interne ou qui sort de l'internat, il commence à avoir des revenus confortables. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Combien, monsieur le banquier, je peux emprunter? Et il emprunte le maximum de ce qu'il peut pour s'offrir la résidence principale la plus confortable qui puisse être pour lui. Or, évidemment, en faisant ça, on bloque sa capacité d'investissement. Donc, on peut tout à fait attaquer par sa résidence principale, mais il faut le faire intelligemment avec des stratégies qui permettent d'investir soit en parallèle, soit derrière, et ça se fait pas n'importe comment. Et puis la troisième erreur, c'est ne pas se former ou ne pas se faire accompagner. La plupart des gens surestiment leurs compétences. Effectivement, globalement, tout le monde qui achète un bien immobilier, surtout les gens qui achètent un bien immobilier hors médecin, bien sûr, il y a peu de gens qui se font accompagner. Donc, ça donne l'impression qu'on peut bien sûr faire soi-même, et c'est vrai, on peut faire soi-même. Simplement, on va consommer beaucoup de temps et surtout, on va faire beaucoup d'erreurs coûteuses alors qu'on pourrait avoir des raccourcis. Donc, se former, se faire accompagner, du moins, ne pas se former, ne pas se faire accompagner, c'est une erreur aussi qui est très très fréquente chez nos amis médecins.
OK, c'est clair. L'investissement en immobilier, j'ai l'impression que c'est un peu comme la bourse, il y a des périodes ultra favorables, des périodes qui le sont moins. En bourse, on essaie d'acheter quand c'est bas et de revendre quand c'est haut. En immobilier, a priori, c'est à peu près pareil. Et puis, c'est difficile parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Pour résumer, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour investir? Est-ce qu'il faut attendre? Alors écoute, je vais citer un ami qui s'appelle Mathieu et qui disait il y a quelques minutes, le meilleur moment pour investir, c'était hier et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. En fait, c'est jamais le bon moment. Pour ceux qui sont bloqués dans leurs croyances limitantes et dans leurs peurs, ce n'est jamais le bon moment. La vérité, c'est que c'est toujours le bon moment pour ceux qui investissent avec méthode et stratégie et qui tiennent compte, bien sûr, de l'environnement macroéconomique. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi tout le temps. Mais il n'y a jamais de mauvais moment et c'est toujours le bon moment. En fait, ce qu'il faut comprendre pour te répondre sur la partie, on entend plein de choses hein, sur l'environnement économique, politique, etc. C'est qu'en fait, la dynamique de marché, c'est vrai pour tout, mais en particulier pour l'immobilier, c'est une balance. Donc, c'est quelque chose qui varie. Et quand tu as certaines conditions qui sont défavorables, par exemple, on a connu récemment, bien sûr, la hausse des taux de crédit immobilier, eh bien, le marché contrebalance ça d'une autre manière. Et donc, quand les taux ont été très élevés, qu'est-ce qui s'est passé? Les prix ont baissé, il y a eu beaucoup moins d'acheteurs, il y a eu beaucoup moins de concurrence à l'achat. Et bien entendu, ceux qui avaient une capacité d'investissement significative et qui sont passés à l'action, ils ont profité d'opportunités avec beaucoup moins de concurrence. Donc en fait, tu vois, les marchés financiers évoluent, le marché immobilier lui aussi. En fait, la seule variable qu'on ne peut pas rattraper, qu'on ne pourra jamais rattraper, c'est le temps qui est passé, le temps qui est perdu. Tout le reste, c'est une affaire de balance entre différentes conditions et il faut juste naviguer entre ces différentes conditions et utiliser avec stratégie en fait le momentum actuel de la bonne manière. Il y a un autre élément aussi, c'est que les gens ne comprennent pas que la France est vraiment un paradis bancaire et je le dis avec beaucoup d'affirmations. On a la chance d'avoir des taux fixes. Alors ça semble normal hein, pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont acheté leur résidence principale ou un ou deux appartements, ça leur semble normal. C'est vraiment une exception mondiale d'avoir un taux fixe. Ça nous protège en tant qu'acheteur, en tant qu'investisseur, puisque le taux si demain le marché de immobilier, enfin du moins financier explose et que les taux montent à la hausse pour tout le monde, si nous on a investi 5 ans avant avec un taux à 2%, le taux ne bougera jamais, donc c'est extrêmement protecteur. Et mieux que ça, si le taux baisse, on peut renégocier son crédit et donc dans tous les cas, on est gagnant. Donc si on investit quand le taux est bas, on verrouille son taux fixe, on est protégé pour toute la durée. Et si jamais ça repartait à la baisse, on peut profiter de ça pour renégocier son crédit. Donc en fait, là où dans d'autres pays, si tu veux, par exemple en Angleterre, quand les taux varient, les gens ont des coûts de financement qui peuvent exploser d'une année à l'autre. C'est pas neutre du tout. Donc il y en a qui sont obligés de se séparer de biens parce que les conditions financières ont changé entre temps. C'est pas du tout le cas en France et c'est vraiment unique au monde et ça faut vraiment avoir conscience que c'est vraiment pas la norme et c'est vraiment une chance d'avoir ça. OK, super, super nouvelle. Tu es donc mentor immobilier, Aymeric. Tu accompagnes des consoeurs, des confrères dans la construction de leur patrimoine. Est-ce que tu peux m'expliquer brièvement comment ça se passe? Et est-ce que tu peux me donner un hack, un truc, que tu as retenu dans toute ta carrière d'investisseur, que les gens savent pas et qui peuvent vraiment, changer, un achat immobilier? Je sens que tu veux dévoiler un secret à ton audience, Mathieu. Absolument, tu es là pour ça, Aymeric. Alors le mentorat, en fait, j'avais utilisé le terme de guide tout à l'heure pour gravir le Mont Blanc. Donc le mentorat, c'est ça, c'est quelqu'un qui guide. Donc en fait, c'est accompagner sur 12 mois. Donc moi, les accompagnements que je fais sont sur 12 mois. Un investisseur, un médecin investisseur, avec une équipe d'experts immobiliers complète, donc chasseurs de biens, banquiers, experts travaux, etc., à la disposition du médecin investisseur, donc qui vient pallier l'absence de réseau qui manque en général à tout investisseur. Et ça s'adresse du coup aux médecins qui ont pas le temps, hein, donc c'est à peu près nous tous, pas le réseau, pas les compétences, et qui ont une épargne, disons, à au moins 6 chiffres pour pouvoir faire un effet de levier significatif. Donc ça ne s'adresse pas à tout le monde hein. Pour le moment, il faut avoir un socle d'épargne suffisant. Pour ceux qui n'ont pas encore cette épargne, je les invite à appliquer tous les conseils stratégiques que je leur propose dans ma formation que j'offre. Il y a aussi une composante qui est très importante, et on en a beaucoup parlé, hein, de croyances limitantes, de blocage, c'est qu'il y a un travail qui est important sur soi.
avec une coach dédiée sur ses croyances limitantes et sur ses blocages. Parce qu'en fait, Mathieu, demain, si je te donne toutes les clés et qu'il y a l'opportunité parfaite pour toi demain, ben, probablement que tu ne passeras pas à l'action pour plein de raisons, parce que tu as des peurs, parce que tu as des blocages, etc. Donc si tu as la stratégie écrite sur ton bureau, mais que les peurs, les blocages ne sont pas levés, ben, le travail est à moitié fait. Donc il y a toute cette partie-là qui est hyper importante. Donc l'objectif de ce mentorat, il est pour les accompagner d'investir au moins 500 000 euros sur les 12 mois à venir. Évidemment, c'est très variable en fonction des profils, ça peut être beaucoup plus en fonction des situations patrimoniales de chacun. Il y a une garantie d'acquisition sur le bien immobilier. Donc en fait, si tu veux, moi, ceux qui, pour une raison X ou Y, n'ont pas pu faire l'acquisition en 12 mois d'un bien immobilier, ben, je les accompagne gratuitement jusqu'à temps que l'acquisition soit faite. Donc en fait, c'est totalement, bien sûr, sans risque, puisque le retour sur investissement, il est garanti pour les mentorés. Donc c'est vraiment un travail en profondeur où je guide et j'accompagne ces médecins qui veulent sécuriser leur avenir ou diversifier leurs revenus. Alors Le hack. le hack, je sens que tu l'attends ce hack, Mathieu. Je trépigne. Mais tu fais bien parce que c'est un vrai hack que personne ne connaît et je suis bien content de le partager parce que personne n'en parle. En fait, tout le monde sait à peu près qu'on peut bien sûr faire financer ses travaux, par exemple. Donc, quand on fait un financement immobilier, il y a une partie du financement qui va pour l'acquisition du bien et une partie éventuellement pour les frais de notaire. Et puis, il peut y avoir bien sûr des compléments d'enveloppe pour, par exemple, des travaux. Moi, si tu veux, aujourd'hui, sur tous les accompagnements dont j'ai bénéficié, sur tous les guides, les mentors que j'ai eus sur toutes ces années, j'ai toujours fait financer ces accompagnements. Donc, par différentes stratégies. Ça peut être une enveloppe travaux, il y a d'autres stratégies, ça peut être le différé d'amortissement, il y a plusieurs stratégies qui permettent. Donc, en fait, j'ai toujours avancé c'est cet investissement dans ces accompagnements que j'ai toujours récupéré. Donc, au final, ça m'a jamais rien coûté au final et tu gagnes bien sûr toutes les stratégies, tu évites toutes les erreurs, etc., etc. Donc, mon plus grand hack, c'est ça. J'ai pas envie de le dire trop fort, mais c'est ça, c'est qu'en fait, on peut complètement faire financer son accompagnement quand on sait le faire intelligemment. Et donc, c'est magique parce que bien sûr, on prend un raccourci, on a accès aux meilleures clés avec les meilleures personnes et ça ne nous coûte rien. Donc, c'est un vrai hack, Mathieu. Et on se fait financer l'accompagnement par le crédit de la banque. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, par exemple, avec le différé d'amortissement où tu ne rembourses pas tes mensualités de crédit de suite et tu utilises, par exemple, les revenus locatifs générés pour rembourser ce que toi tu as investi. Ça peut être un autre moyen. Il y a encore d'autres clés. C'est pas que le financement bancaire qui le permet, mais c'est un des moyens pour donner un exemple concret de comment est-ce qu'on peut faire financer ça. Voilà. C'est beau. Merci, Émeric. On va arriver à la fin de notre épisode, Émeric. Est-ce que tu peux brièvement me raconter, s'il te plaît, le parcours, l'histoire d'un confrère que tu as aidé à construire son patrimoine? Est-ce que tu peux me dire rapidement par quoi il a commencé, où est-ce qu'il en est, comment il a évolué, comment il est passé de 0 à 1 et peut-être à plus grâce à toi? Ouais, bien sûr. Alors j'ai un couple de très bons amis, Lauralie et Julien, qui sont pneumologues, que je salue au passage. D'ailleurs, j'en profite, que j'ai accompagnés il y a 3 ans. C'était des très bons amis à moi, c'est pour ça que je les accompagnais. Donc ils avaient à la base une petite épargne, hein. Ils sont pas partis avec une grosse épargne et ils avaient surtout beaucoup de blocages. Donc c'est pas le bon moment pour nous. On veut pas s'endetter, on n'a pas besoin d'avoir autant, etc., etc. Donc je les ai pas lâchés parce que c'était des bons amis à moi. Je les ai travaillés au corps. Ils ont fini par céder. Et donc petit à petit, je les ai accompagnés sur la première marche pour les rassurer. Il y a souvent besoin d'une première étape. Elle n'a pas besoin d'être importante, mais elle a besoin d'être franchie. Donc c'est vraiment pas le volume de cette marche qui est important, c'est le fait tout simplement d'initier et de se mettre en mouvement. Donc je les ai d'abord accompagnés à faire une première acquisition d'un appartement en colocation. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné assez rapidement parce qu'ils ont pris confiance dans le processus, ils ont compris la puissance du mécanisme. Et donc du coup, après, ils sont tout de suite allés sur un immeuble et là maintenant, ils sont en train de construire un centre de santé assez conséquent. Donc en moins de 3 ans, ils sont partis de zéro, ils sont à un peu moins de 4 millions d'euros de patrimoine aujourd'hui parce que tout simplement, ils sont partis avec les bonnes stratégies et les bonnes clés. Donc, c'est eux d'ailleurs qui m'ont convaincu de professionnaliser cette approche du mentorat et de l'accompagnement au regard du succès de leur parcours et je les en remercie d'ailleurs au passage.
Très bien. Pour conclure, Aymeric, je te remercie chaleureusement. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me dire, pour les auditeurs qui voudraient se lancer, la première étape à faire après cet épisode s'ils veulent passer à l'action? Oui, bah, je les encourage à passer à l'action, Mathieu. Donc j'ai préparé en fait pour les auditeurs de Super Docteur une checklist confidentielle qui en fait reprend les 10 règles d'or du médecin investisseur. Donc c'est une checklist que j'ai élaborée à partir de mon expérience et surtout de manière adaptée à nos contraintes à nous. Euh, nos, euh, euh, oui, nos contraintes, on a beaucoup euh, on a un environnement de travail, un environnement de temps qui est très spécifique, hein, qui n'est pas du tout superposable à n'importe quel Français. Et donc, cette checklist reprend des conseils avisés tenant compte de nos contraintes. Donc, j'ai vraiment sélectionné des points stratégiques dont on parle assez rarement. Et donc, du coup, j'encourage effectivement les auditeurs qui sont intéressés ou qui ont des blocages à télécharger cette checklist et surtout à en implémenter les principes. Hein. On n'oublie pas le passage à l'action derrière la formation. Pour ceux qui veulent aller plus loin, d'ailleurs, j'ai fait effectivement une formation où je partage donc mon retour d'expérience, un petit peu mon patrimoine, je partage beaucoup de clés. Donc cette formation est accessible depuis cette checklist, hein, il y a un lien intégré, donc ils pourront y accéder directement. Et puis sinon, pour ceux qui sont déjà déterminés à investir et puis qui ont une épargne significative, hein, d'au moins 6 chiffres, et qui veulent éventuellement en savoir plus sur le mentorat, ils peuvent nous contacter via l'adresse mail qu'on mettra en dessous de l'épisode. C'est super clair. Merci pour toute cette valeur que tu nous as donnée aujourd'hui dans cet épisode. Avec Je suis grand très plaisir. heureux de parler de ça. Peut-être que je vais inviter des intervenants comme toi qui vont pouvoir nous parler aussi de diversifier son activité, de préparer sa sécurité, voire sa liberté financière pour acquérir notre indépendance dont je parlais en introduction. Donc encore une fois, merci beaucoup Aymeric. Je rappelle la checklist des 10 règles d'or du médecin investisseur immobilier dans les notes de cet épisode et je glisserai également ton contact pour s'adresser à toi directement. Merci, à bientôt. Salut Emric. Bravo, vous êtes bien arrivé à la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a inspiré et apporté des clés utiles pour votre pratique. Pour ne rien manquer des prochains épisodes de Super Docteur, pensez à vous abonner dès maintenant. Si mon travail vous plaît, parlez-en autour de vous, à vos consoeurs, vos confrères et même à vos internes. Et si vous voulez me soutenir, laissez-moi une belle note de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. C'est rapide, ça m'aide énormément, et surtout ça permet à d'autres médecins de découvrir ce contenu pour que l'on partage ensemble nos idées et améliorer nos pratiques. Merci pour votre écoute, et à très bientôt.